BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois Agnès Verdier-Molinier, la directrice générale de l'IFRAP. Bonsoir Agnès Verdier-Molinier. Merci d'être avec nous. Vous publiez toujours un livre Vitriol, évidemment. Où va notre argent aux éditions de l'Observatoire? Des dépenses qui explosent, des services publics qui se dégradent, le scandale français. J'ai vu, je comptais là encore à l'instant, vous dénoncez 20 scandales avec beaucoup de chiffres. Vous adorez les chiffres, Agnès, on vous connaît bien ici sur BFM Business. Peut-être ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, comment vous aboutissez à ce chiffre, mais presque où sont les points forts ou les points faibles du système français. D'abord, vous avez dit l'iceberg de la dette se rapproche. Est-ce que vous avez été surprise par la dégradation de la note de la France par Fitch? Est-ce que vous attendiez à ça? Est-ce que vous attendiez à plus? Écoutez, j'ai pas été tellement surprise, parce que en réalité, on a fait une réforme des retraites qui est quand même une réforme à minima, malgré ce qu'en disent tous ces détracteurs. Et c'est une première pierre pour éviter une plus grosse dégradation, mais ça ne suffit pas. Et c'est là que moi, je reste sur ma faim par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. On nous parle d'une revue de dépenses. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on nous parle de cette revue de dépenses. La Cour des comptes a souligné qu'il fallait le faire. Et on n'a rien. On n'a aucun élément. Quand est-ce qu'on va embrayer sur véritablement quelque chose là-dessus? On est quand même le pays qui dépense le plus d'argent public, qui taxe le plus. On est au top du niveau de prélèvements obligatoires là, depuis les années 90. On va revenir là-dessus, la France championne et donc, malheureusement, de la fiscalité. Je pense que si on n'embraye pas sur des réformes plus importantes, sur une vraie revue de dépenses, sur une vraie évaluation de la qualité de nos services publics, on aura encore des dégradations de la note de la France. Et ça peut être beaucoup plus grave qu'avant. D'où l'iceberg. Parce qu'il n'y a plus la Banque Centrale Européenne pour racheter massivement des dettes publiques. Et donc, on va se retrouver confronté directement au marché, avec des besoins de financement qui sont parmi les plus élevés de la zone euro. Et donc, finalement, un risque d'envoler des taux sur la dette de la France. Il y a un an, dans le journal du dimanche, je disais attention, on va aller vers des taux vers les 4% à un moment. Ça ira plus vite que ce qu'on croit. On va aller vers 80 milliards de charges de la dette. Et là, c'est en train de se passer. L'iceberg se rapproche. On n'est pas encore aux 80 milliards de charges de la dette. Non, on n'est pas aux 80 milliards, mais en budgétaire, on n'est pas si loin. Et en comptabilité nationale, on est en dessous. Mais on était à 53 milliards. En 2022, au lieu des 39 milliards qui avaient été votés. Donc vous voyez que ça galope très très vite. Oui, mais vous-même, vous venez de le souligner, c'est la question que j'allais vous poser, il y a quand même pour le gouvernement, il y a une équation un peu impossible, c'est-à-dire que les besoins sont énormes, la dette elle est là, à 3 000 milliards, vous qui adorez les chiffres, peut-être qu'on l'a déjà franchi en tous les cas. On l'a sûrement franchi puisque nous on calcule autour du 25 mai et en réalité c'est beaucoup plus rapide puisque les adjudications sont plus importantes en début d'année. Oui, donc disons qu'on l'a franchi ou qu'on va le franchir, ce cap quand même assez symbolique. Et en même temps on voit bien qu'il y a un besoin partout. Vous-même vous dénoncez les services qui se délitent, pour se faire sa carte d'identité il faut 6 mois ou 3 mois, même si Emmanuel Macron a promis que ça allait changer. Bref, comment faire? L'éducation nationale, on voit que c'est l'enjeu clé pour notre civilisation. Vous voyez, je vais jusque-là. Mais comment faire? On a besoin d'argent. Les hôpitaux, c'est la catastrophe. Donc, vous voyez, les besoins de financement sont aussi énormes. Oui, mais alors là, je ne suis pas tellement d'accord. Parce qu'on n'a jamais mis autant d'argent dans le système. Ah oui, mais... Alors, où part l'argent? Où va notre argent? Parce que c'est notre argent. Oui. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai voulu dire dans ce livre que c'était notre argent. Ça paraît être quelque chose de banal. Mais on dit toujours l'argent de l'État. Pendant toute la période du Covid, on a dit c'est l'État qui aide, c'est l'État, il faut remercier l'État, etc. Mais non, c'est nous. C'est nos impôts. C'est l'État qui aide, mais c'est nous qui finançons, quoi. Oui, mais enfin, à un moment... C'est notre argent. Vous savez, quand on va contracter une assurance ou quand on va... dépenser de l'argent, en général, avec notre argent, on regarde comment on le dépense. Alors bizarrement, quand c'est l'État ou la sécurité sociale ou les collectivités locales, alors là, on ne regarde plus. Est-ce que là, vous dites, non, on ne finance pas l'hôpital, on ne finance pas l'école, on ne finance pas ce que je dis. La police? Non, mais c'est la question. Non, mais c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis dans mon livre, est-ce qu'on a le droit de savoir la qualité en face d'un euro qu'on met dans la machine? On n'a pas le droit.
L'école. Vous avez vu le non, mais site, attendez, vous avez vu le site qu'ils ont lancé à Bercy, là. Ah vous oui, avez mais été voir. attendez, alors là, ça va dans Où le va bon notre sens. argent, Ça justement. va dans le bon sens. Et je pense que ça répond à la préoccupation aussi du livre. Mais en avoir pour mes impôts. Ouais. D'accord. On va vous donner des chiffres. Ouais. Très bien. On va vous dire, dans votre département, on dépense 10 000 euros par élève. En avoir pour votre impôt. Hein. En avoir pour mes impôts. Ouais. 10 000 euros par élève de lycée dans votre département. Mais vous savez très bien qu'entre deux lycées, il y a des écarts de niveau énormes. Vous savez très bien qu'en tant que parent d'élève, vous allez devoir choisir entre un lycée public, un lycée privé, etc. Et dans le lycée privé, on met moins d'argent et la qualité est meilleure. On a montré, par exemple, pour les 100 premiers collèges de France, en termes de notes au brevet à l'écrit, il n'y en a que 9 qui sont publics. Et on met plus d'argent dans l'éducation publique. On l'a montré. Donc c'est un système qui ne marche pas. On va revenir là-dessus. Je voudrais qu'on reste. C'est un système qui gaspille, Oui. qui ne donne pas de compte, qui utilise l'argent des Français, mais qui refuse qu'on l'évalue, puisque nous, à la Fondation IFRAP, nous avons demandé les chiffres, établissement par établissement scolaire. On nous les a refusés au prétexte que, soi-disant, il n'existe pas de documents de répartition de la masse salariale sur l'ensemble des établissements scolaires, publics et privés. Ah oui, c'est comme le point qui n'a pas eu le droit de faire son classement sur les hôpitaux. Et le point n'a plus le droit de faire son classement sur les hôpitaux. Alors est-ce qu'on est dans une démarche de transparence ou est-ce qu'on est dans une démarche de communication? Mais en même temps, moi j'écoute Bruno Le Maire, j'écoute aussi Gabriel Attal. Ils disent, et c'est vrai, ils ont baissé les impôts. Il y a eu Emmanuel Macron, il y a eu quand même la flat tax, il y a eu beaucoup de mesures. Il y a eu les baisses d'impôts de production, la baisse de la CVAE sur les entreprises. Vous nous dites, on n'a jamais payé autant d'impôts, 680 milliards d'impôts pour les ménages et 148 milliards d'impôts en trop pour nos entreprises. Comment vous faites grosso modo vos calculs? C'est pas compliqué pour les entreprises. On regarde la moyenne qui est payée dans la zone euro par les entreprises en pourcentage du PIB et on est à 5 points d'écart avec eux. Ça fait 148 milliards d'écart. Ça veut dire que nos entreprises, elles traînent un boulet fiscal et social, parce qu'il n'y a pas que des impôts de production là-dedans. Il y a une partie d'impôts de production à une 50aine de milliards, mais il y a aussi beaucoup de cotisations employeurs. Voilà, exactement ça. Pour payer la Sécu, pour payer la dépense sociale, qui est énorme en France. On est les champions du monde de la dépense sociale. Et ça, ça s'appelle État-providence, non? Je ne sais pas. Ça finance entre autres nos retraites. Est-ce que ça marche? Ça finance est-ce que ça marche? Mais il n'y a pas que ça. Non, il y a aussi une énorme dépense d'aide sociale, avec aussi un nombre de personnes qui sont sans emploi aujourd'hui et qui devraient être en emploi, puisque les entreprises recherchent partout de la main-d'œuvre et ne trouvent pas. Il y a un truc qui est complètement paradoxal dans ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et même le rapport France Travail est incroyable pour ça. En page 70, ils disent qu'il y a 5,1 millions de personnes qui auraient besoin d'un emploi en France et qui sont sans emploi. Pourtant, on nous dit qu'il y a 2,2 millions de chômeurs comptés en France. Donc, moi, j'aimerais aussi que... Question de formation, souvent. Oui, mais pas que. Le problème, c'est qu'on donne des aides sociales, mais il n'y a pas de contrepartie de devoir. Donc, vous soutenez Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, qui veulent que face au RSA, il y ait 17 heures de travail. Mais pas que. Obligation de s'inscrire à Pôle emploi. Ouais. Que vous soyez à l'allocation adulte handicapé ou que vous soyez au RSA. Parce que le sujet, c'est que tous ceux qui peuvent travailler doivent travailler, parce que qui est-ce qui paye les cotisations et les impôts? Ce sont ceux qui travaillent. Si à un moment, on a de plus en plus de personnes qui finalement disent moi, ça me suffit pour vivre le RSA, parce qu'on entend ça aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner une société comme ça. Parce que la solidarité nationale, elle est payée sur le fruit du travail de ceux qui, tous les matins... J'ai quand même une question, vous n'allez pas l'aimer, je vous dis tout de suite, Agnès Verdier-Molinier. Est-ce que quand vous dénoncez ces vingtaine de scandales, ce que vous vous expliquez sur le RSA, les gens qui en fait pourraient aller travailler, ils ne le font pas, est-ce que vous ne faites pas un peu le lit du Rassemblement national? Je pense au contraire que c'est en planquant les choses sous le tapis qu'on le fait. Parce que moi, depuis des années à la Fondation IFRAP, on me dit ça. Depuis 20 ans, on me dit « Ah non, ne regarde pas les dépenses de personnel, de frais de collaborateurs des députés à l'Assemblée nationale. » Moi, je ne parle pas de ça. Non, mais attendez. Ça, c'est une... vous avez raison d'aller regarder, parce que je pense qu'il faudrait même aller on m'a dit quoi? Très en profondeur. On m'a dit quoi? Ça va faire monter à l'époque le Front National. Voilà. Depuis des années, on me dit ça. À chaque fois qu'on ouvre un dossier. Est-ce que c'est normal? C'est quoi en fait? C'est une sorte de
d'impossibilité de regarder comment on utilise l'argent public en France parce qu'il y aurait ce risque. Et ben, à mon avis, plus on laisse se déliter les choses, plus on laisse le gaspillage s'installer, plus finalement on empêche la comparaison, parce qu'en fait on ne veut pas de concurrence. C'est pour ça que la CNIL empêche maintenant le point de faire son classement des hôpitaux et des cliniques en France, qui était pourtant bien nécessaire pour beaucoup de familles, pour savoir où se faire soigner dans les meilleures conditions. Quand on a besoin d'une prothèse de hanche, quand on a besoin d'une opération de cataracte, on ouvre ce numéro et on dit, voilà, comment on va faire ? Et on peut dire qu'aujourd'hui, dans le parcours de soins, on est assez aveugle en France. Alors, mais quand on nous dit on ne veut pas autoriser finalement je crois qu'on a compris le message, mais comme j'en ai beaucoup d'autres... On ne veut pas de concurrence, c'est un problème. Dans les pays du nord de l'Europe, c'est l'inverse. On incite à faire des comparaisons. Agnès Verdier-Molinier, je voudrais qu'on revienne quand même sur quelque chose sur la fiscalité, et après on parlera de fraude sociale et de fraude fiscale, parce qu'en plus, Gabriel Attal, le ministre du Budget, lance son plan antifraude. Vous nous direz, vous avez vos évaluations. Est-ce qu'elles correspondent aux évaluations que donne Gabriel Attal sur la fiscalité des entreprises? Parce qu'on dit... Regardez, on baisse beaucoup les impôts pour les entreprises et en même temps, elles reçoivent des aides d'État pour un montant quand même, je ne sais pas, très faramineux, même 150 milliards. D'abord, est-ce que ce chiffre est celui que vous avez, vous, à l'IFRAP? Et comment vous expliquez, est-ce qu'il ne faudrait pas simplifier, vous voyez, retirer les aides aux entreprises et à ce moment-là, on pourrait baisser les impôts de manière drastique? En fait, c'est un faux débat. Oui. Parce que la plupart des aides sont des aides en allègement de cotisations sociales et en allègements fiscaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on enlève une grosse partie des aides, qui sont en fait des allègements de prélèvements obligatoires sur les entreprises, on va augmenter la pression fiscale sur les entreprises. Méfions-nous de ce genre de débat. Je l'entends monter, ce débat. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je vous interroge là-dessus. C'est intéressant parce que dans le programme de stabilité que nous avons évidemment regardé dans le plus grand détail à la Fondation IFRAP, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 8 à 10 milliards, justement, de rabotage de niches. Donc, c'est quoi? On retrouve ce qui s'était passé après la crise de 2008, vous vous en souvenez? On nous disait, on fait des baisses de dépenses publiques. La dépense publique n'avait jamais baissé dans le PIB à ce moment-là. En revanche, qu'est-ce qui avait augmenté? Les prélèvements obligatoires. Et comment? Parce qu'il y avait une chasse aux dépenses fiscales. Qu'est-ce que c'est de la dépense fiscale? En fait, ce sont des allègements d'impôts pour permettre notamment aux entreprises de survivre dans un contexte hyper fiscalisé, hyper lourd. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer, allez-y, sur ce budget 2023 qui a l'air quand même un peu... Alors, ce ne sera pas que 2023, parce que c'est dans le programme de stabilité, donc c'est sur 2027. Mais en réalité, on va aggraver la pression fiscale, tout en disant qu'on fait des baisses de dépenses. Et bien ça, il ne faut absolument pas être dupe. Exemple sur ces 8 milliards, parce que j'ai vu ce chiffre aussi. Pour l'instant, on n'a pas du tout la documentation. C'est ça qui est aberrant. C'est-à-dire qu'on retrouve les sous-jacents parce qu'on les recalcule nous-mêmes, mais on ne sait pas exactement ce qui est visé. Et ça peut être du crédit impôt recherche, ça peut être des allègements de charges sur les bas salaires, etc., etc. Mais attention, si on fait ça, on joue vraiment aux apprentis sorciers. Alors que c'est pas l'impôt qu'il faut monter, c'est la dépense qu'il faut baisser. Il ne faut pas se tromper de combat. Oui. Pour les ménages, il y a aussi tout un débat. Vous entendez une petite musique où on vous dit les riches ne sont pas assez taxés en France. Donc il y a des études un peu dans tous les sens. Il y a Oxfam qui dit la fiscalité en fait des grandes multinationales et des riches, ça va jusqu'à 2,5% parce qu'il y a une optimisation fiscale extrême. Et donc, en fait, il faut taxer les riches d'une manière plus importante, au moins momentanément. Oui, on les subventionne en permanence pour dire ça. Est-ce que c'est intéressant pour la France d'avoir en permanence cette litanie que les riches ne seraient pas assez taxés, alors qu'on a les riches les plus taxés, c'est dans tous les chiffres, dans toutes les comparaisons internationales, et que même avec le prélèvement forfaitaire unique et la transformation de l'ISF en IFI, on est toujours parmi les plus taxés. Donc, il est totalement faux de dire que nos plus riches ne sont pas assez taxés. On a déjà en plus cette taxe exceptionnelle sur les hauts revenus, 3% et 4% au-delà de 250 000 euros de revenus par part. Ça a été exceptionnel. J'en parle dans mes chapitres, dans le livre. Oui, absolument. Et exceptionnel, et c'est toujours en place. C'était après la crise de 2008. Ce qui est exceptionnel en France, en taxes, en général, ça ne disparaît pas. Donc, on a de l'IFI. Donc, c'est faux de dire que les riches sont très taxés en France. Non, mais on avait fait une étude pour montrer sur tous les impôts directs payés par les ménages,
la moitié de la recette de l'ensemble des impôts directs payés par les ménages était payée par les 10% qui gagnent le plus en France. Et j'explique aussi dans mon livre que ce sont eux à qui on dit ensuite « Ah, il faut payer les services publics plus cher, le conservatoire plus cher, la cantine plus chère, la garderie des enfants plus chère. » Et à la fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui financent le modèle français, on leur dit « Bah oui, non mais les services publics, vous, ah non, une place en crèche, ah bah non, pas pour vous. » Hein. Donc attention, parce qu'on est en Mais ça c'est logique, non? Non, mais c'est pas tellement logique en réalité, parce que c'est normal que les riches payent plus que les gens. Oui, mais alors qui quand sont, on se retrouve dans la pauvres. situation où il y a 34% des enfants qui sont gardés en crèche, dont au moins un des deux parents travaille pas, on se demande la logique. Parce que moi j'avais compris qu'on avait créé des places en crèche pour que les mamans et les papas puissent travailler. Alors finalement c'est pas ça. Finalement on fait du social en permanence. C'est pareil pour la question des loyers modérés, de l'habitat social. En plein Paris, on devrait être prioritaire quand on travaille. Alors, quand on a un petit revenu, qu'on travaille, qu'on fait l'effort de travailler. Ah mais non, on n'est pas prioritaire. On n'a pas de points en plus, on a des majorations de points. Vous avez plus de points si vous avez une lettre d'huissier ou si vous êtes dans une situation de divorce. Ou... Mais donc si je vous écoute bien quand même, je sais pas, Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, mais qui est français, Vincent Bolloré, enfin je prends nos grands riches, il faut surtout pas les taxer. Non mais attendez, ils sont déjà c'est pas ça la question. Très il faut surtout les garder. Oui. Parce que moi, je vois beaucoup de Français qui ont quitté la France, et vous les connaissez aussi. Ils sont en Belgique, ils sont au Luxembourg, ils sont, pour certains qui sont un peu moins riches, peut-être, mais au Portugal ou ailleurs. Et je dis aussi qu'attention, il y a des actifs qui partent. Il y a 4500 médecins en âge d'exercer qui ont quitté la France. C'est normal, ça ? Il nous manque 10 000... C'est donc un échec. On se souvient du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, parce que là, évidemment, on est plutôt dans un autre registre. Mais finalement, ce qu'il nous avait dit, la doxa d'Emmanuel Macron, la doxa macroniste, elle a échoué. En réalité... Ouais, je vous écoute, les taux de prélèvement à 45,2%. Elle n'est pas allée jusqu'au bout. Parce qu'en réalité, on est encore un enfer fiscal. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on nous raconte. D'ailleurs, si on n'était pas un enfer fiscal... Est-ce qu'on aurait véritablement 164 milliards de déficit commercial sur les biens? On produirait beaucoup plus en France. Pourquoi on ne produit pas plus en France? Parce que ça coûte cher. Et oui, et pourquoi ça coûte cher? Parce que quand le patron, il paye 100, et là je fais un chapitre entier là-dessus. Absolument. Le patron paye 100 pour payer un salarié. Nous, on touche 47. On touche 47. En moyenne, dans l'Union européenne, c'est 58. Vous allez dans tous les pays du nord de l'Europe, c'est plus que nous. Ces dernières années, dans les années 80, on était 11e en richesse par habitant. On était 11e, maintenant on est 25e. C'est normal ça? Ça veut dire que ça marche? Ça veut dire que ça marche pas. Mais vous voyez les Suédois par exemple. C'est quoi? C'est le financement de notre système d'État-providence, pour parler schématiquement? Le manque de transparence. Chaque euro d'argent public doit être utilisé correctement. C'est l'efficacité de l'État, en fait, que vous mettez en cause. S'il y a de l'absentéisme dans les EHPAD, sur les personnels, s'il y a de l'absentéisme dans les collectivités locales, il faut l'afficher. Il faut avoir les chiffres. Comment ça se fait que depuis août 2022, on ait demandé aux 70 plus grandes villes de France leurs bilans sociaux qui donnent les chiffres d'absentéisme des personnels? Vous savez combien on en a reçu depuis août 2022? 30. Oui. Et il y a des villes qui nous écrivent, en contradiction, en contravention d'ailleurs, de la loi de 2019 qui est passée sur la réforme de la transformation de la fonction publique. Ils refusent de le publier, alors que normalement la publication est obligatoire. Alors on pourrait continuer comme ça, parce que vous avez des chapitres aussi sur le service public qui se délitent. Encore une fois, je le disais en introduction, on le voit tous dans notre vie quotidienne. Ah bah oui, les passeports par exemple. Oui, sur les passeports, c'est pour ça que je pensais évidemment aux passeports. J'ai des témoignages de personnes qui attendent 6 mois, pas pour avoir le passeport, pour avoir le rendez-vous. Oui. Et à 20 km de chez eux. J'ai même vu quelqu'un qui avait embauché quelqu'un pour surveiller quand est-ce qu'il y aurait un rendez-vous disponible. Enfin bon, oui, ça m'étonne pas. Je voudrais qu'on parle de fraude. Est-ce que ça, c'est un pays qui dépense 58% de dépenses publiques par rapport au PIB? Fraude sociale, 20 milliards à minima. C'est un chiffre qui circule. Vous avez écouté cette interview, du reste, chez nos confrères de BFM TV, d'Apolline de Malherbe, de Bruno Le Maire, qui disait oui, mais c'est de la fraude sociale. C'est notamment, elle va en direction du Maghreb. Vous avez pu vérifier ça ou pas? Ce à quoi faisait allusion Bruno Le Maire, vraisemblablement, ce sont des personnes qui sont centenaires, qui sont 2 fois plus de centenaires que sur le nombre de centenaires qu'on compte en France en général, et qui, justement, touchent et touchaient, parce que maintenant, il y a eu des contrôles plus importants,
touchaient notamment des pensions, mais qui étaient les pensions parfois de leur grand-père. Hein. Donc décédés. Donc ça c'est limité, c'est pas les 20 milliards. Décédés, mais non déclarés. Bon. D'accord. Les 20 milliards, vous les trouvez où, en 3 mots? Parce qu'après, il y a la fraude fiscale, après, donc il faut aussi parler. Il y a 10 milliards de fraude aux cotisations, et ça, on comprend bien ce que c'est. C'est une personne qui travaille non déclarée. Voilà. Et puis, il y a aussi la fraude aux prestations. Et ça, c'est différent. Ça veut dire, par exemple, je redonne un exemple dans le livre, couple de parents handicapés. Tous les deux touchent l'allocation adulte handicapé, mais se déclarent aussi parents isolés. Donc, ils cumulent des aides pour aller jusqu'à 4 500 € net par mois. Et ils disent à leurs amis qui ont le même handicap, mais pourquoi vous travaillez, puisque nous, on cumule plus d'aides que vous, finalement. Alors, le sujet, c'est d'abord, faire des déclarations qui ne sont pas exactes, mais ensuite, se dire que, finalement, c'est très bien comme ça. Et il n'y a pas que ça. Il y a toute la question de ceux qui, finalement, vivent pas vraiment en France. Et ça aussi, ils sont en train de le regarder au niveau du ministère. Est-ce que l'État peut être plus efficace là-dessus? Est-ce que vous croyez au plan anti-fraude de Gabriel Attal? Sur la question des résidents fiscaux, ceux qui ne sont pas résidents fiscaux en France, on les traque en permanence. Ceux qui touchent des aides en France, des aides sociales en France, ils ne sont absolument pas traqués. Donc ils peuvent toucher des aides, ne pas habiter en France, et tout le monde s'en fiche. Mais en réalité, c'est un vrai problème. Parce que pourquoi être intransigeant avec celui qui n'est pas résident fiscal en France? Est-ce que l'État peut faire quelque chose? Est-ce que le plan anti-fraude, dont on ne connaît pas encore tous les détails, bien sûr, mais est-ce que ça peut... on peut aller beaucoup plus loin que ce qui a été annoncé. On peut dire que quelqu'un qui touche des aides sociales en France, s'il ne réside pas au moins 11 mois par an en France, il n'a pas le droit aux aides. D'accord. Fraude fiscale. Sur la fraude fiscale, là aussi... Vous la chiffrez 30 milliards. Bon, c'est difficile à calculer, mais... Oui, mais là, Gabriel Attal le dit dans Le Monde. Il dit c'est entre 30 et 100. Mais les 100, c'est toujours... Alors, 30 et 100, ça fait une fourchette assez large. Les 100, quand même. C'est une évaluation complètement hors sol, qui n'est pas difficile à déminer. Les 30 milliards, ça, nous, on considère que c'est factuel. Et c'est une grosse partie de la fraude à la TVA. Par des entreprises qui sont montées souvent pour faire exprès de faire des fraudes à la TVA. Et là où je rejoins ce qu'a dit Gabriel Attal dans Le Monde, il dit, moi je vais essayer de regarder les gros fraudeurs, ceux qui sont un peu des professionnels de la fraude, et c'est souvent des entreprises créées ad hoc, plutôt qu'aller embêter les petits artisans, les petits patrons, les petits commerçants, etc. Ce serait bien qu'on commence à faire ça. Parce que vous savez, le big data, l'idée de faire de la recherche en permanence de la fraude, mais avec des algorithmes, etc. On était assez en retard. Là, on rattrape un peu le niveau. Mais sur la fraude fiscale, on n'en trouve qu'un tiers tous les ans. Agnès Verdier-Molinier. Mais sur la fraude sociale, c'est pire. On parlait de l'efficacité de l'État, l'espèce d'enfer bureaucratique. Vous chiffrez à 100 milliards l'impact des normes. Vous avez tout un chapitre que vous consacrez dans votre livre, où va notre argent. L'OCDE, en son temps, je crois que c'était en 2021, avait chiffré à 80 milliards d'euros par an le coût des services publics de notre pays. Le coût des normes. Le coût des normes. C'est fou. Enfin, je veux dire, gigantesque. C'est gigantesque. Comment vous calculez ce chiffre? Comment on arrive à ce chiffre? Nous, on a remis à jour ce chiffre au CDE et c'est pas du tout une méthode qui est totalement satisfaisante. On aimerait quelque chose de beaucoup plus ambitieux, mais ça fait depuis 2008 qu'on en parle. On devait créer un modèle qui s'appelait Oscar à l'époque, qui devait évaluer le fameux Oscar, en permanence. Vous vous en souvenez, c'était au moment de la révision générale des politiques publiques et ça devait évaluer véritablement le poids des normes sur les entreprises et sur les ménages. Moi, je suis assez ébahie de ce qui s'est passé en France ces dernières années là-dessus, parce qu'il y a un comité national d'évaluation des normes, le CNEN. Ce CNEN, il ne concerne que les collectivités locales. Alors elles, les collectivités locales, on leur fait un chiffrage aux petits oignons. On regarde comment les lois, finalement, les obligent à avoir des normes qui leur coûtent de l'argent. Mais alors, les entreprises et les ménages, on s'en fiche complètement. Alors c'est assez étonnant parce que c'est exactement l'inverse qui s'est passé dans tous les autres pays, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne. On a regardé d'abord les entreprises, ensuite les ménages, et puis ensuite on s'intéresse aux administrations. C'est vous dire s'il y a beaucoup de chiffres. On pourrait continuer comme ça, vous écouter, mais en même temps ça fait un petit peu, froid dans le dos. Vous dites rien ne marche, vous faites quand même en conclusion 20 propositions. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. 20 propositions qui marchent ailleurs. Qui marchent ailleurs, voilà. Et qui sont des principes de base à adopter. Où va notre argent? C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier d'avoir été
avec nous. Voilà, si vous voulez réécouter, vous mettre bien dans la tête tous ces chiffres qu'on vous a assénés, mais qui montrent quand même l'ampleur du problème, vous pouvez évidemment réécouter sur le podcast qui s'affiche pour ceux qui nous regardent à la télévision, ou sinon sur le site de BFM Business. On se retrouve demain avec Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts.